Bonjour, juste avant que cet épisode commence, vous commencez à le savoir, je voudrais remercier quelques personnes qui ont soutenu le podcast particulièrement ces derniers mois. Je tiens à remercier Hervé, Émilie, Morgane, Laurette, Virginie et Fabienne. Et j'ai d'autres personnes aussi à remercier qui m'ont soutenu en juin et juillet 2024. Je les remercierai après le générique. Et je veux aussi vous expliquer comment vous pouvez soutenir le podcast. Allez, bonne écoute et dansons! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à Jeanne d'Arc, à la peste noire et aux croisades, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion médiéviste, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes en master ou en thèse, pour que ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 97. Adrien et la danse au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode dans un lieu spécial. Et oui, nous sommes au château de Blandy avec un public de folie. Et oui, nous sommes dans un vrai château médiéval à environ 1 heure de Paris et pas loin de Melun, construit entre les XIIIe et XIVe siècles et classé monument historique depuis 1889 et qui a été entièrement restauré entre 1992 et 2007. Donc si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un lieu qui est très agréable à visiter, surtout là, on enregistre au printemps, il fait beau, c'est très agréable. Et jusqu'au 1er septembre 2024, il y a une exposition temporaire Blandy à grande foulée pour découvrir les sports au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et donc dans ce cadre, alors on va pas parler exactement de sport aujourd'hui, mais pas loin, on va parler de danse. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Belgrano. Bonjour Adrien. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, parce que Adrien, tu as soutenu une thèse il y a pas longtemps, en novembre 2023, sur le sujet, attention, récit de danse à l'âge de la Carole, 1170-1390, essai de sociologie historique de la connaissance. On va décrypter tous ces termes tout à l'heure. Tu étais dirigée donc par Marie-Anne Polo de Beaulieu à l'EHESS et aujourd'hui tu es professeure dans le secondaire. Et bien déjà, première question qui est assez rituelle dans Passion médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'historiens de la danse qui décident de travailler sur la danse justement parce qu'ils sont eux-mêmes des danseurs et moi pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire de l'anthropologie historique du Moyen-Âge. J'avais lu Jean-Claude Schmitt et je voulais faire ça. Et je suis parti sur un sujet qui était la fête au Moyen-Âge. Et en travaillant sur un certain nombre de textes, je me suis rendu compte, un en particulier, que la question de la danse, personne n'avait travaillé dessus de manière satisfaisante en fait. J'avais beaucoup de mal à analyser les sources et du coup je me suis dit, il y a un sujet, je vais pouvoir faire l'anthropologie de la danse médiévale. Alors moi je trouve ça vraiment déjà assez fou de se dire, mais la danse au Moyen-Âge n'a pas vraiment été étudiée. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de travaux, il y en avait quand même quelques-uns et des travaux assez importants. Et depuis mon master, depuis début des années 2010, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il y avait assez peu de choses sur les pratiques. Les travaux s'étaient beaucoup concentrés sur le vocabulaire, sur la condamnation notamment, sur les danses religieuses. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Et le sujet avait été un petit peu laissé de côté. Quand on a fait l'histoire du sport, l'histoire des banquets, etc., la danse aurait pu être traitée à ce moment-là, c'est dans les années 70-80, ça n'a pas été fait. D'accord, alors tease-nous justement un petit peu, donne-nous un aperçu de ce qu'on va dire pendant tout l'épisode. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse ? Déjà, dans ma thèse, j'ai voulu montrer aux autres médiévistes qu'il y avait un sujet avec la danse, qu'il y avait quelque chose à faire. Parce qu'il y a des gens qui le pensent que c'est pas le cas ? Oui, il y a des gens qui pensent que c'est pas le cas. Et en fait, à mon avis, c'est pas faux. Il faut avoir un certain angle pour aborder le sujet, pour que ça produise quelque chose. Et pour ceux qui connaissaient, de montrer que ça se limitait pas aux danses religieuses, aux condamnations, à ce genre de choses que je viens d'évoquer.
Disons que je défends une position qui est que le Moyen-Âge central, c'est un moment qui est particulièrement important. Il y a une transition dans la façon dont on conçoit la danse entre un paradigme que j'ai appelé ancien et un paradigme que j'appelle moderne, qui est la façon dont on conçoit la danse aujourd'hui. Pour moi, les médiévaux ne concevaient pas la danse comme on la conçoit aujourd'hui. Et notre conception moderne apparaît dans le courant du XIVe, XVe siècle. On va voir le résultat de toutes tes recherches tout à l'heure. D'abord, très important dans Passion médiéviste, on va poser un petit peu le contexte. Alors raconte-nous, sur quelle époque est-ce que tu as travaillé et sur quel espace géographique ? Alors, l'époque, c'est, disons, pour prendre large, les années 1150-1400, c'est-à-dire à cheval sur ce qu'on appelle le Moyen-Âge central. Qui est ma période préférée du Moyen-Âge. J'adore le Moyen-Âge central. C'est le moment de la révolution de l'écrit, donc j'adore cette période. C'est le moment où il y a ce basculement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'opère. Et c'est une période que j'ai appelée l'âge de la Carole, parce qu'il y a un phénomène linguistique très intéressant qui a lieu à ce moment-là. Au début du XIIIe siècle, le mot carole est dominant dans les textes. On utilise très très souvent carole pour aller à la danse. Les autres mots sont moins employés. Et brutalement, au milieu du XIVe siècle, carole ne disparaît pas, mais recule considérablement au profit de danse, qui est le mot actuel. Donc c'est ça qui m'avait intéressé pour choisir cette période. Et du fait de mes sources, je me suis centré sur le nord du Royaume de France. Pour travailler sur cette thèse, il faudrait élargir au-delà, ce que je n'ai pas fait, évidemment. Oui, donc toi, tu es vraiment centré. C'est important à dire parce que voilà, on ne pourra pas parler de la danse pour toute la France, pour toute l'Europe et tout ça. Nous, on est vraiment plutôt centré nord de France, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, pour comprendre les résultats que tu as obtenus avec tes recherches, justement, on va d'abord un petit peu parler sources et méthodes parce que tu étudies surtout les discours qui ont été faits sur la danse, c'est-à-dire que ce qu'on dit dans les sources écrites, c'est ça ? Il y a des historiens, et pas que des historiens, qui se sont penchés sur la danse et qui ont dit on aimerait bien savoir des choses, mais les médiévaux ne nous les ont pas dites. Quels sont les pas ? Comment on danse ? Quelle était la musique ? Comment on chantait ? Etc. Et je pense que, évidemment, on peut râler en disant on sait pas, et moi-même je le fais, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme tous les médiévistes, on n'a pas les sources. Voilà, on n'a pas les sources. Mais je pense qu'il faudrait plutôt partir de, je dirais, une sorte d'étonnement. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas dit ce qu'on voulait, ils en ont parlé. Il y a de la danse dans les sources. Et il y a même une abondance de danse dans les sources. Mais ils n'en parlent pas comme nous, on aimerait qu'ils en parlent. Et du coup, plutôt que de dire « je vais travailler sur la danse et les pratiques de danse », je vais m'intéresser au discours et essayer de comprendre comment ils ont parlé de la danse et de comprendre pourquoi ils en ont parlé de cette manière-là et pas de la manière dont nous, on aimerait qu'ils nous parlent. Donc c'est une sorte d'enquête que tu as fait pour essayer de déceler en creux ce que les gens disaient sur la danse. En quelque sorte, oui, effectivement. Alors, quels sont les types de textes que tu as pu étudier ? Alors, je me suis concentré sur deux principaux types de textes. Le premier, c'est les romans en langue d'Oïl, les romans en ancien français et en moyen français. Plutôt les romans en vers, pour des raisons pratiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, j'ai brassé un certain nombre de romans de la période que je viens d'indiquer. Et mon deuxième corpus, c'était les recueils d'exemplats. Alors, les exemplum, peut-être qu'il faut que je dise deux mots. Voilà. Oui. Donc, l'exemplum, c'est une technique rhétorique qui vient de l'Antiquité. Pour appuyer un argument, on va donner un exemple sous forme d'une petite histoire. Comme une fable, comme une morale. Voilà, ça peut être des fables d'ailleurs. Morale, ça peut être un peu court, mais ça peut être des fables, par exemple. Ou des choses qui sont arrivées à quelqu'un et dont on a gardé trace, ou un personnage important qui sert de modèle. Donc, cette forme, elle a existé pendant tout le Haut-Moyen-Âge, mais à partir du Moyen-Âge central, au moment où la prédication en direction des laïcs se développe, des moines prédicateurs vont s'approprier cette technique-là pour leur sermon. C'est-à-dire que pour que le sermon soit moins pénible à écouter et pour qu'il soit un peu plus stimulant pour le public, ils rajoutent des petites histoires qui sont censées frapper l'auditoire. Donc ils font du stand-up à l'époque, en fait. Oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Des fois, ils peuvent même brandir des objets. Enfin, ça peut être tu vois, oui, ça se rapproche du stand-up. Oui, ça peut être très théâtral. Et donc, ces petites histoires, ils vont les compiler dans des recueils. Donc, on appelle ce type d'histoire un exemplum. Et donc, moi, j'ai travaillé sur les recueils d'exemplats qui compilent de manière différente. Ça évolue au cours du temps. Au départ, c'est des compilations où on classe la matière par sujet, mais de manière très large, par exemple les péchés capitaux, etc. Et puis au fil du temps, ça devient des compilations alphabétiques. Et donc, des fois, il y a une rubrique danse, tout simplement. Et on peut voir ce qu'ils ont mis dans la rubrique danse. Et alors, quels sont les mots qu'on emploie pour parler de la danse à cette époque-là ? Donc, tu as commencé déjà à répondre. Donc, on a Carole. Est-ce qu'on a d'autres mots que Carole ? Oui, on a d'autres mots que Carole. Alors, en latin, il y a 3 termes principaux. Le latin est plus pauvre que l'ancien français. Il y a chorea, à peu près l'équivalent de Carole, pas tout à fait, saltatio et tripudium.
Le mot le plus utilisé, c'est saltatio. C'est l'équivalent de notre français danse contemporain. Pas salto, parce que ce serait un peu compliqué quand même. Mais c'est quasiment le même mot. Hein. Saltare, salto, je saute, hein, mais c'est je danse aussi en latin. Hein. Et pour ce qui est de l'ancien français, alors les termes qui sont utilisés, donc carole, il y a évidemment danse. Enfin, en ancien français, ça se prononce sans doute dance, parce qu'il écrit avec un C qui connote le son ts. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres termes comme tresque ou tripudie, qui semble être un dérivé de tripudium, ou bal. On peut trouver aussi espringuerie. Et je ne vais pas faire la liste parce qu'il y a plein de mots. C'est des apax, c'est-à-dire c'est des termes qu'on trouve qu'une seule fois et dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Et donc il y a une évolution, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a une évolution très forte dans la conceptualisation de la danse et le sens de ces mots se transforme au fil du temps. C'est ça qui rend les sources difficiles d'approche. Si on commence à considérer que carole ou que danse, ça veut dire la même chose dans les années 1150 et dans les années 1400, on ne va rien comprendre aux sources. Et ce qui était intéressant pour moi, ça a été d'essayer de comprendre comment ces mots ont évolué au fil du temps. Pourquoi est-ce que danse a fini par s'imposer ? Est-ce que tu as des éléments de réponse déjà que tu peux nous dire ? Alors, je défends un certain nombre de choses dans ma thèse. J'en suis pas sûr à 100%, mais c'est une proposition. Oui. Donc l'idée, c'est que carole, ça désigne une sorte de tout, en fait. Des choses que nous, on sépare quand on analyse la danse. Les médiévaux, eux, ils ne les séparent pas. C'est-à-dire que être en groupe, se tenir par la main, former une chaîne de danse, chanter, bouger en rythme, etc. C'est une seule et même chose. C'est ça la carole. Danse, au départ, c'est plutôt une question de mouvement. Et à mon avis, j'en suis pas sûr, mais c'est une proposition encore une fois, la danse, c'est un mouvement des pieds. Le bal, c'est plutôt un mouvement des bras ou du corps de manière générale. La danse, c'est plutôt un mouvement des pieds. Et l'idée que je défends, c'est que au fur et à mesure, l'attention se concentre de plus en plus sur ce que font les pieds, de moins en moins sur le chant, de moins en moins sur la collectivité. Et c'est pour ça qu'à partir du XIVe siècle, on voit émerger de nouveaux types de danses, des danses de couple. On voit émerger une analyse de la danse, c'est-à-dire que on va commencer à dire, dans la danse, il y a tel pas qui vont commencer à être décrits. Alors, on n'a pas de description systématique avant le milieu du XVe siècle, mais on a des éléments. Et donc, on passe d'un tout presque organique, la carole, à la danse qui est avant tout un mouvement des pieds, et puis il peut y avoir du groupe, et puis il peut y avoir du chant, etc. On pose des règles, quoi. On pose des règles, non, mais c'est surtout que les éléments qui étaient un tout, dont on ne pouvait pas distinguer les parties, deviennent des éléments distinguables. La danse, c'est quelque chose, la chanson, c'est autre chose, et le mot carole ne fait plus sens dans ce contexte-là. Voilà, au-delà des mots, quelles sont les façons donc, de parler de la danse, de la carole, dans ces textes ? Parce que quelles sont les grandes tendances que tu as pu dégager ? Tu as commencé à le dire tout à l'heure déjà qu'on avait une forme de condamnation d'une partie de la danse, mais qu'est-ce que tu vois comme type de discours sur la danse ? Au départ, on pourrait dire il y a deux principaux corpus, un corpus clérical, un corpus aristocratique, et donc il va y avoir un discours clérical, un discours aristocratique. Et c'est en partie vrai, mais quand on est attentif, on se rend compte qu'en réalité, il y a des choses qui se recoupent entre les corpus, et se dégagent, à mon avis, trois principaux discours. C'est pas une grande découverte, là, pour être honnête, c'est des choses qui ont déjà en partie été dites. Disons qu'il y a un discours de condamnation qui est extrêmement violent. La danse est profondément rejetée par l'Église, et même par une partie de l'aristocratie, qui considère que elle est liée à un certain nombre d'excès, comme le fait de danser toute la nuit, par exemple. C'est pas bon pour la santé, nous dit-on. Il y a un discours, au contraire, qui valorise beaucoup la danse. Au milieu, il y a une sorte de discours équilibré, intermédiaire, circonstancié, qui dit « Oui, c'est vrai, la danse ça a des côtés négatifs. Oui, la danse, ça peut amener à commettre des péchés. Mais ça a aussi des aspects positifs. Et donc, il faut trouver une sorte de juste milieu entre l'interdiction radicale et la liberté totale. Dire « Ok pour la danse, mais... » sous certaines conditions. Pour ce qui est de la condamnation, évidemment, on a tous les exemples là qui vont nous expliquer pourquoi c'est mal de danser. Donc l'exemple sur lequel j'avais travaillé en master et qui m'avait poussé à faire ça, c'est une histoire qui est très célèbre et qui existe encore au 19e siècle en Allemagne, qui raconte que le soir de Noël, des jeunes gens dansaient dans le cimetière pendant que le curé faisait la messe de Noël. Et ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça qu'on n'assiste pas à sa messe. Par contre, le bruit de la chanson perturbait la messe, perturbait l'office. Et ça, c'est récurrent. Les danseurs font trop de bruit, ça perturbe, ça empêche de dormir, etc. Il vient sur le seuil de l'église et puis il dit aux danseurs d'arrêter de danser, d'arrêter de chanter et de venir un peu assister à la messe. Les danseurs refusent, ils s'énervent et du coup, il les maudit. Il leur dit « Puisque vous ne voulez pas arrêter de danser, vous danserez sans arrêt pendant 1 an. » Et alors, les danseurs sont maudits et ils dansent dans le cimetière en rond pendant 1 an. Rien ne peut les arrêter, ni la neige, ni la pluie. On essaie de construire quelque chose pour les protéger au-dessus d'eux, une sorte de petite fabrique. Dieu détruit la fabrique. Et petit à petit, à force de danser, ils s'enfoncent dans le sol.
le fils du prêtre, parce que le prêtre, il a un fils et une fille. Ah. Voilà, c'est une légende qui est marquée par la réforme de l'Église au XIe siècle, et donc il y a des petits éléments qui percent comme ça. Donc le fils du prêtre essaie de sortir sa sœur de la danse, et en lui tirant sur le bras, il lui arrache le bras. Ah oui, non, ça vire un peu gore en fait. Ouais, ton histoire. la condamnation, c'est assez virulent. Hein. Et finalement, au bout d'un an, ils sont délivrés par l'évêque qui vient et qui accepte de demander leur délivrance. Et ils sont pas morts en fait. Alors certains meurent, notamment la fille du prêtre, malheureusement. Bah oui, avec un bras en moins, voilà. c'est compliqué, oui. Et il y en a d'autres qui ne meurent pas, mais qui sont touchés par des tremblements, qui ne veulent pas s'arrêter. Et du coup, ils sont obligés de se disperser à travers toute l'Europe pour trouver un saint qui voudra bien les délivrer de leurs tremblements. Et c'est un bon prétexte pour expliquer pourquoi l'histoire s'est diffusée jusqu'en Angleterre. Parce que des danseurs sont venus demander à Sainte Édith de Wilton si elle voulait bien les délivrer de leurs tremblements, ce qu'elle a fait. Donc là, elle date de quand cette histoire ? Alors ça, c'est la version la plus ancienne qu'on ait, qui date du milieu du XIe siècle. Mais on retrouve ça dans des chroniques universelles. Ils disent à telle date, en Saxe, il s'est passé ça. On retrouve ça dans des compilations d'exemplaires où l'histoire est de plus en plus simplifiée. À la fin, il ne reste presque plus rien. Et ça se retrouve jusque dans les légendes allemandes des frères Grimm, qui ont collecté cette histoire auprès de leurs informateurs. Donc là, c'était un peu pour la partie condamnation. Oui. Pour la partie valorisation, qu'est-ce que tu as comme histoire ? Alors pour la partie valorisation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de textes qui font l'apologie de la danse. Pour le Moyen-Âge, ça n'existe pas. Pour la période suivante, l'époque moderne, et la période précédente, l'Antiquité, on a. Pour le Moyen-Âge, on n'a pas. Mais quand on lit certains romans, on se rend bien compte que la danse est vraiment une activité extrêmement importante. Et des fois, les danses, elles sont décrites sur des centaines de vers. Et ça permet de mettre en valeur un certain nombre de personnages aussi. Donc ici, on voit qu'on a une vision extrêmement positive de la danse. Et enfin, il y a le discours équilibré qui se retrouve, alors plutôt chez les théologiens, qui vont se demander est-ce que la danse est licite ? Et là, alors c'est un peu compliqué, ils se lancent dans des explications à partir de discussions autour de versets de la Bible. Et l'idée générale, ça va être que la danse, oui, mais à condition de ne pas commettre de péché, à condition de ne pas danser quand c'est interdit, à condition de ne pas danser dans des lieux interdits, à condition de ne pas danser avec des clercs. Et si on fait ça, si on respecte toutes ces conditions, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de se délasser, ça permet de penser à autre chose, ça permet de renforcer les liens sociaux avec d'autres personnes. Donc ici, c'est un discours qui est un petit peu plus théorique. Mais quand on lit un certain nombre de recueils d'exemplaires, on a une condamnation qui est radicale, mais on voit bien que le compilateur, il a essayé d'introduire un certain nombre de nuances, peut-être pour coller justement avec cette vision équilibrée qui émerge chez les théologiens dans le courant du XIIIe. Et niveau proportion entre ces trois discours, tu dirais que lequel domine ? En fait, ça va être par corpus, c'est-à-dire que dans le corpus clérical, c'est la condamnation qui domine très largement, mais on peut trouver des passages, on va parler du roi David par exemple, qui danse devant l'arche. Et là, c'est difficile de dire que c'est mal, surtout que la femme du roi David, Michal, le méprise pendant qu'il danse, même parce qu'il danse, et du coup, elle est punie par Dieu qui la rend stérile. Donc, difficile de condamner la danse du roi David. Donc, voilà, on peut trouver des éléments de valorisation là. Et inversement, dans le corpus aristocratique, la danse est très largement valorisée. Mais si on est attentif, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des grosses nuances. C'est-à-dire que oui, la danse c'est bien, ça permet d'être joyeux, ça permet de faire en sorte qu'une fête soit plus agréable, qu'elle soit réussie, etc. Mais pas trop non plus quand même. Il y a des activités meilleures que la danse et peut-être que des fois il faut savoir se modérer et arrêter de danser. Et du coup, à partir de ces textes, qu'est-ce que tu as pu percevoir de comment la danse était pratiquée en vrai à cette époque-là ? Alors la difficulté, c'est que si on veut reconstituer la danse, on n'a pas les éléments. Donc qu'est-ce qu'on appellerait pratiquer en vrai ? C'est trouver un certain nombre d'informations sur les danses, mais qui ne sont pas forcément les informations auxquelles nous on s'attendrait. Même du point de vue social, en fait, pas oui, forcément. Oui, du point de vue, c'est ça. Alors déjà, c'est la chaîne qui domine. C'est-à-dire qu'on se tient par la main en grand groupe. Comme les Bretons, effectivement. D'ailleurs, un des principaux livres sur la carole a été écrit par Jean-Michel Guilcher, un ethnologue qui a travaillé sur les danses en Basse-Bretagne. Le livre de référence, c'est lui qui l'a écrit. Donc, il y a des liens, il y a des connexions, effectivement. Donc, la chaîne domine. Le couple est absent comme forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danse en couple, mais il y a des couples dans la chaîne. Il y a un couple de danseurs. On peut se rajouter à la chaîne en couple, par exemple, ou former un couple avec son partenaire, c'est possible. Danser avec quelqu'un à l'intérieur de la chaîne. Il y a des règles sur comment on lance les danses, qui est la première personne
qui appelle à danser, qui va tendre les mains pour qu'on vienne se joindre à elle. Quand c'est pas une chaîne fermée, que c'est une chaîne ouverte, j'ai l'impression que l'endroit où on danse dans la chaîne, ça peut avoir du sens. Par exemple, pour les danses de mariage, on a un très beau document dans Les Enfances Garin, où on voit les membres, les convives, venir faire danser la mariée à tour de rôle. Donc la mariée, à la deuxième place, on prend la tête de la chaîne. Là, c'est une tresque, c'est pas une carole. La façon dont on entre ou dont on sort de la danse, ça peut être réglé aussi. Donc il y a plein de petites choses comme ça sur la façon concrète de danser qu'on trouve dans les sources. Parce que c'est ça qui était important pour eux. Évidemment, c'est pas ça que nous on aimerait pour pouvoir reconstituer la danse, mais c'est ça qui était important pour eux. Et bien sûr, on a la chanson. La chanson, c'est quand même le principal élément de la danse, plus que le mouvement. C'est la chanson qu'on apprécie dans la danse au Moyen-Âge. Et donc, outre, comme tu l'as dit, les mariages, quels sont les autres moments de la vie où on peut avoir de la danse au Moyen-Âge ? Des moments où on peut avoir de la danse, en réalité, il y en a plein. C'est-à-dire que dès qu'on a une occasion de danser, j'ai l'impression qu'on se met à danser. On se met à danser le dimanche, et d'ailleurs, dans les condamnations, ils disent tout le temps, ils passent leur dimanche à danser au lieu de prier, au lieu de penser à Dieu. On peut danser pour les fêtes de saints, on peut danser pendant les pèlerinages. Par pèlerinage, il faut comprendre pas Saint-Jacques-de-Compostelle, même si sans doute on y danse aussi, hein. Mais c'est la fête du saint de l'église du village d'à côté. Les villageois se déplacent d'un village, c'est un pèlerinage déjà. Donc on danse pour ce type de pèlerinage. On danse aussi pendant les tournois, pour l'aristocratie. On peut danser parce qu'on s'ennuie pendant que les jouteurs changent et qu'il n'y a rien à faire. Mais on danse également sur le chemin. Et puis le soir, évidemment, après le repas, là, on danse toute la nuit. On passe son temps à danser, en fait, au Moyen-Âge. On danse beaucoup. Et c'est ça qui est étonnant, parce que la danse, si on en croit les sources, a l'air omniprésente. Et le sujet a quasiment pas été étudié, alors que c'est un aspect vraiment essentiel de la vie médiévale, de toutes les catégories de la société, y compris les clercs et même les moines. Et est-ce que justement, là, tu parlais des différentes catégories sociales, est-ce que tu vois des différences sur comment ces différentes catégories sociales pourraient danser ? Alors là, non, vraiment, sur ça, j'ai pas les éléments. Alors peut-être que pour les danses dans les monastères, on a quelques descriptions un peu précises de danses qui ont l'air d'être des rituels, c'est pas très très clair. Mais là, on a des choses particulières. J'adore imaginer les moines danser. Oui, en se lançant des balles en plus. Quoi ? Oui, ils dansent en se lançant des balles. Alors, quelle est la symbolique de la danse dans la nef de l'église, en se lançant des balles ? Mais c'est dangereux en plus. Je sais pas, parce qu'on sait pas à quoi ça ressemblait concrètement. Mais bon, voilà, donc on a ça. Ils faisaient une balle aux prisonniers dans la nef de l'église, quoi, en fait. Peut-être, je crois pas, mais peut-être. Et est-ce que tu vois peut-être des différences entre les populations plutôt basses de la société et les plus aristocratiques ? Non, je vois pas. Parce que mes sources, c'est principalement les romans qui sont produits par l'aristocratie. Et les aristocrates, même quand ils nous parlent des paysans et qu'ils les font danser, je peux pas être sûr que c'est une reproduction fidèle. À côté de ça, on a quelques sources judiciaires. J'ai travaillé sur des lettres de rémission. C'est pas mon corpus principal. Tu peux dire ce que c'est une lettre de rémission ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, une lettre de rémission, c'est quand quelqu'un a commis un crime et qu'il demande au roi de lui pardonner. Alors, il doit avoir des circonstances atténuantes. Évidemment, le roi ne pardonne pas n'importe quoi. Il fait une demande où il raconte ce qui s'est passé et le roi lui envoie une lettre dans laquelle il pardonne. Et avant de pardonner, il raconte dans la lettre, il résume les faits qui sont reprochés à la personne. Donc, on a parfois des récits de danse très détaillés. Et là, pour le coup, c'est des danses populaires. Sauf que on n'a pas assez de détails pour comparer avec la littérature. En tout cas, moi, j'ai l'impression que déjà, ces lettres, elles sont de la fin du XIVe siècle. Donc souvent, on a danse, on a quelquefois tresque, quelquefois carole, mais on est déjà dans danse et ils donnent aucune information, quasiment aucune information sur la danse. Bon, je persiste à essayer de poser mes questions, même si je sais que tu n'as pas toutes les réponses, on ne sait jamais. Mais est-ce qu'on a peut-être des danses genrées dans le sens, est-ce qu'il y a des différences de discours entre les danses des hommes et les danses des femmes ? Alors, des danses genrées, je sais pas. J'ai peut-être des choses à dire sur le sujet, mais pas tant que ça. Souvent, les danses, elles sont mixtes, en fait. Donc, il n'y a pas de danse spécifiquement féminine. Ça se voit dans l'iconographie. Des danses exclusivement masculines, pareil, ça se voit dans l'iconographie. Mais dans les textes, j'ai pas repéré ça, à part des choses qui sont très particulières. C'est-à-dire que pendant certaines fêtes, et notamment dans un roman qui s'appelle Le tournoi de Chauvency, et qui raconte un tournoi qui a vraiment eu lieu en 1285, à Chauvency, le château. Et il y a des femmes de la cour, on a cru que c'était des jongleuses pendant longtemps, mais non, c'est des femmes de la cour, de l'aristocratie donc, qui se mettent à faire des petites scénettes dansées, un jeu qui s'appelle le jeu du robardel, c'est-à-dire qu'il y a une jeune fille qui fait la jeune fille, et une jeune fille qui fait le jeune homme,
et le jeune homme essaie de voler un baiser à la jeune fille. Et à côté, il y a une troisième jeune fille qui joue de la harpe, si je me rappelle bien. 2 jours plus tard, il y a l'épouse du comte de Luxembourg, donc une personne très très importante, qui va faire un jeu dansé qui s'appelle le chapelet. Elle joue avec un chapelet, c'est-à-dire avec une couronne de fleurs, et elle cherche un ami, et un ménestrel dans l'assemblée va lui proposer un des hommes de l'assemblée qui s'est distingué pendant le tournoi pour qu'elle lui remette son chapelet, mais pendant quasiment l'intégralité du jeu, c'était féminin. Et du coup, ces jeux-là, c'est la seule danse vraiment genrée que j'ai dans mes sources. Et si je peux finir là-dessus, il me semble que peut-être, plutôt que de se demander est-ce qu'il y a des danses genrées, si je faisais de l'histoire du genre, ce que je fais pas, si je faisais de l'histoire du genre, je me poserais plutôt la question de savoir comment la danse contribue à construire le genre. Le genre au sens d'un système dans lequel on associe un certain nombre de choses aux hommes et d'autres aux femmes. Et là, si on s'intéresse à la danse comme ça, on se rend compte qu'il y a certains rôles qui semblent principalement dévolus aux femmes. Les femmes sont censées se comporter d'une certaine manière, qui n'est pas tout à fait la même manière que les hommes. Et je pense que c'est plutôt ça une piste intéressante pour poser la question du genre, que se demander si on a des danses genrées ou pas, parce qu'on n'en a pas, j'ai l'impression. Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, je voulais juste qu'on parle de ça aussi. Est-ce qu'on avait des danseurs professionnels au Moyen-Âge, des personnes dont c'était le métier ? On a des jongleurs, Ouais. dont manifestement c'est le métier. Le problème, c'est qu'on a très peu de sources sur eux, parce que au XIIe siècle, les romans en parlent encore beaucoup pour nous dire qu'ils font un petit spectacle de danse. Mais le problème, c'est qu'au XIIe siècle, les romans ne sont pas précis du tout sur les danses. Et à partir du XIIIe siècle, où on a plus de détails, et c'est plus les danses de jongleurs, c'est les caroles de l'aristocratie. Donc les jongleurs, malheureusement, on n'a pas grand-chose. On a quand même un texte qui s'appelle Del Tumbeor de Notre-Dame, du jongleur de Notre-Dame, donc à propos du jongleur de Notre-Dame, qui raconte l'histoire d'un jongleur qui décide à la fin de sa vie de se convertir, c'est-à-dire de devenir moine pour avoir une bonne mort au monastère. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas le latin, il ne connaît pas les prières. Et du coup, ne sachant pas trop ce qu'il peut faire pendant la messe, il se retire dans une alcôve devant la statue de la Vierge, et là, il se met à danser. Et donc, on a la description de ces danses, on a le nom des danses, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Il danse le tour romain, par exemple, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Donc, on a ça perce un peu, mais ce n'est pas ce qui domine dans mon corpus, en tout cas. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas possible de reconstituer de la danse médiévale, en tout cas avant le XIVe siècle. Les danses médiévales, ce n'est pas possible de les reconstituer avant le XVe siècle. Parce qu'au XVe siècle, on a des manuels de danse italiens où les danses, en tout cas une série de danses, sont décrites. On nous donne les pas qui doivent être effectués, on nous donne la musique et les pas sont présentés dans le manuel. Alors c'est un peu léger quand même. Pour reconstituer la danse, il nous manquerait des éléments, mais déjà on peut avoir une petite idée. Ce qu'on fait avec les bras et tout ça. Ce qu'on fait avec les bras, ce qu'on fait avec le pied libre. Enfin, il manque plein de choses. Même sur comment on doit jouer la musique. Bon, il manque des choses. Mais on a une idée. Alors que pour la période précédente, on sait rien. On sait pas ce qu'on doit faire avec les pieds. Alors on a des informations. Des fois, un danseur tape du pied. On sait pas ce que ça veut dire. Un danseur marche sur le pied de sa voisine. Il a fait exprès ou est-ce qu'il a pas fait exprès ? On nous dit la danse, elle tourne vers la gauche. Et oui, sauf quand elle tourne vers la droite. Donc, on n'a pas ces éléments-là. Et puis surtout, quand on voit des reconstitutions des fois de danse médiévale, moi ce qui me surprend toujours, c'est que dans mes textes, l'intérêt, le plaisir de la danse, c'est avant tout le chant. Et on n'a rien non plus sur le chant. Donc, une reconstitution de danse médiévale où on ne chanterait pas, même si on faisait parfaitement les mouvements, ce qui est impossible, ça serait quand même pas de la danse médiévale. Donc on peut dire que ce qu'on voit peut-être aujourd'hui en reconstitution, c'est de la vue d'artiste, de l'inspiration. Oui, c'est de l'inspiration à partir des romans, à partir de l'iconographie aussi. C'est très très éloigné de ce que pouvait être de la danse médiévale, même si visuellement, de l'extérieur, ça peut avoir l'air de ressembler. C'est pas du tout ça une carole médiévale. Donc si jamais quelqu'un qui nous écoute ou voyage dans le temps et veut aller voir comment est-ce qu'on dansait au Moyen-Âge, on serait preneur. Tiens, est-ce que aussi il y avait d'autres divertissements qui seraient à la fois physiques et artistiques au Moyen-Âge ? Parce que là, on a donné donc la danse plutôt physique, à la fois physique et artistique. Est-ce qu'on avait des choses comme ça au Moyen-Âge aussi ? D'autres divertissements ? Oui, alors ça pose la question de ce que tu appelles artistique, mais je ne sais pas si eux-mêmes ils auraient vu leur danse comme ça. Ils n'étaient pas capables de l'analyser, leur danse. L'analyser, ça veut dire de la découper en pas, en technique. De temps en temps, ils arrivent à dire que quelqu'un danse bien ou qu'une danse est jolie, mais c'est pas ça l'intérêt principal de la danse. Au demeurant, est-ce qu'aujourd'hui, ou quand on parle d'un bal ou de la valse, on dirait que c'est un divertissement artistique ? Je sais pas. En ce sens-là, la joute, ça me semble artistique aussi. Techniquement, le public regarde les jouteurs
et admirent leur technique, leur capacité à briser des lances sur le bouclier du jouteur d'en face. Donc je pense qu'en ce sens-là, la joute est tout aussi physique et artistique que la danse. Bon alors, pour finir un petit peu ce podcast, raconte-nous aussi comment se sont déroulées tes recherches, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Bon, la première difficulté, après avoir été financé pendant 3 ans où j'ai pu me consacrer à mes recherches, le financement s'est arrêté, j'ai dû enseigner à côté. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est aussi le quotidien du chercheur, c'est-à-dire avoir une autre activité professionnelle en parallèle quand on essaie de finir sa thèse. Et peut-être que c'est ça, en fait, la difficulté principale que j'ai rencontrée. Sinon, il y a eu d'autres choses. Ta thèse, elle a duré combien de temps en tout? Ma thèse, en tout, elle a duré 8 ans, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est plutôt long pour une thèse. Oui, c'est plutôt long. Enfin, c'est plutôt long pour une thèse aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était plutôt la norme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les thèses sont beaucoup plus courtes. On est plus sur du 4-5 ans en Oui, moyenne. on est plus sur du 4-5 ans. Et si j'avais été financé, ça aurait été 4-5 ans sans doute. Mais voilà, je m'y suis un petit peu mal pris, mais ça fait partie de la vie du chercheur. C'est pas simple en fait d'avoir une thèse financée aujourd'hui, c'est très compliqué. Oui. Et sinon, peut-être qu'il y a eu des difficultés sur des questions. J'aurais aimé faire une exploitation statistique de mon corpus. J'ai pas pu le faire parce que ça me demandait d'acquérir des compétences que j'ai pas eu le temps d'acquérir. Mais comme je travaille surtout sur des sources éditées, à part les lettres de rémission, c'est pas très compliqué. Il faut aller à la bibliothèque, demander les textes. Il y a des bases de données. Et puis même les lettres de rémission, elles ont été quasiment toutes numérisées, donc on peut y accéder sur Internet. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des amateurs, c'est très facile. Après, il faut arriver à déchiffrer, mais... Oui, c'est en ancien français en général. Oui, les premières sont en latin, mais très vite, ça devient de l'ancien français. Et pas de l'ancien français difficile, c'est pas des écrits... Le 15e, c'est difficile, mais la fin du 14e, ça se lit très bien. Mais oui, il y a juste quelques faux amis, mais il faut faire attention, mais sinon, c'est plutôt... Et est-ce que tu as eu, du coup, au contraire, des bonnes surprises? Parce que, aussi, je veux bien que tu nous parles un petit peu de ton travail d'enquête, parce que là, tout ton corpus, il a fallu que tu le constitues, que tu choisisses tout ça. Oui, c'est-à-dire que toute une partie du corpus, comme j'ai dit, c'est des bases de données. Pour les romans, j'ai pris les bases de données et j'ai tout regardé. Et puis, pour travailler sur le vocabulaire, pareil, j'ai regardé toutes les occurrences dans des bases de données de textes en latin qui ne se limitent pas aux exemples. Et donc là aussi, j'ai brassé énormément de choses. Au début de ma thèse, j'avais élaboré toute une théorie sur la danse chez Chrétien de Troyes. Et en lisant un texte de la continuation du Conte du Graal de Gerbert de Montreuil, donc le Conte du Graal est inachevé, sans doute du fait de la mort de Chrétien de Troyes. Et il y a plusieurs auteurs au début du XIIIe siècle qui vont essayer d'écrire la fin. Un de ces auteurs, c'est Gerbert de Montreuil. J'ai eu l'impression que ce que disait Gerbert, ça allait dans le sens de ce que j'avais pensé à propos de Chrétien. Maintenant, je nuancerai peut-être un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je gerbérise un petit peu Chrétien, mais sur le coup, je me suis dit, vraiment, ça va dans mon sens. Et enfin, les plus belles découvertes, c'est dans les lettres de rémission. On a des récits qui sont parfois très détaillés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand la lettre est contestée. C'est très rare, mais j'en ai une. On a une première histoire, c'est une histoire de viol, c'est assez sordide. La personne qui demande la lettre, dans le récit tel qu'il est écrit par le notaire qui a rédigé la lettre, mais lui, il reprend le récit qui lui en a été fait par le demandeur. Le demandeur explique que, en fait, c'est pas vraiment un viol, que la jeune femme était d'accord pour venir avec lui, qu'elle a dit au secours juste pour faire croire qu'elle se faisait enlever, mais en fait, elle était consentante, etc. Oui, bien sûr. Voilà, et que de toute façon, on lui a pardonné, tout va bien, pas de souci. Juste, il est inquiet parce qu'il y a le bailli qui veut pas le lâcher. Et donc, rémission. Il parlait de la danse là-dedans? Oui, parce qu'il est allé chercher la jeune fille à la danse. Ah, d'accord. Oui, c'est un moyen de rencontrer des gens, notamment rencontrer des jeunes femmes. Donc, il a arraché de la danse, en fait. Oh, sympa, dis donc. Oui, mais elle était consentante, nous dit-il. Et puis, nouvelle lettre. Donc, celle-là, j'ai trouvé un peu par hasard à la fin de ma thèse. Manifestement, la première lettre n'a pas été enregistrée par le bailli. Et pour cause, quand on lit la vraie histoire, elle n'était pas du tout consentante. Ils ont été obligés de tellement se battre qu'ils ont déchiré ses habits pour l'enlever. Il n'était pas seul, par ailleurs. Je dis il parce qu'il n'était pas seul, ils étaient à plusieurs. Et on comprend que c'est le bailli qui a vraiment refusé d'enregistrer la lettre et que du coup, l'auteur du méfait est obligé de raconter l'histoire telle qu'elle s'est effacée de manière plus proche de la réalité. Et donc, on peut voir ce récit qui évolue d'une lettre à l'autre, et ça, c'est intéressant à comparer. Donc, on a ce type de bonne surprise aussi de temps en temps. Et du coup, là, tu as soutenu ta thèse donc en novembre 2023. Comment ça s'est passé la fin de ta thèse et qu'est-ce que ça a changé que tu aies soutenu ta thèse? Alors, ça n'a pas changé grand-chose en réalité, parce que je continue à enseigner dans le secondaire. Par ailleurs, on m'a confié, alors c'est peut-être ça qui a changé, on m'a confié des charges de TD à l'université. Oh, c'est quand même pas mal, c'est félicitations. Quand même pas mal. Et voilà, j'ai écrit quelques textes que j'avais en souffrance, que j'avais repoussés un petit peu parce que je devais finir ma thèse.
Et en gros, c'est tout. Et c'est cet été, je pense que je vais m'y replonger pour essayer d'en tirer quelque chose, des articles, peut-être une publication. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que tu aimerais publier ta thèse ? En tant que telle, non, parce que c'est une thèse qui était vraiment faite pour être une thèse. Elle est très très longue. Il y a beaucoup de développement extrêmement théorique. Elle va être disponible normalement sur Internet, donc on pourra la télécharger. Ça permettra de consulter directement les sources. Je pense que ce que j'aimerais faire, par contre, c'est d'en faire une version simplifiée, plus accessible au grand public, de manière à ce qu'on puisse accéder à mon travail, dégager un petit peu de tout cet enrobage conceptuel, toutes les choses qui sont un petit peu difficiles. Et puis, si on est intéressé, on pourra toujours aller consulter le document en ligne. Donc, s'il y a des éditeurs et des éditrices qui nous écoutent et qui souhaiteraient du coup éditer cette version un peu grand public de ta thèse, ils peuvent te contacter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah bon, l'appel est lancé. Et est-ce que, en attendant que ta thèse soit publiée, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture qui serait plutôt accessible pour en savoir plus sur la danse, peut-être au Moyen-Âge ? Alors, pour la période sur laquelle je travaille, c'est-à-dire avant les manuels de danse italienne du XVe siècle, en français, accessible, en gros, il n'y a rien. L'ouvrage que je peux... C'est dire comme ta thèse serait importante à être publiée. Il y a de la place, il y a vraiment de la place. Non, alors quand même, un conseil, c'est le livre de Jean-Michel Guilcher. Alors, pas son livre dont j'ai mentionné le titre tout à l'heure. Non, j'ai pas mentionné le titre. Donc, pas son livre sur la Basse-Bretagne dont j'ai parlé tout à l'heure, mais son livre sur les danses anciennes, qui s'appelle Ronde, branle, carole, le chant dans la danse. Il est difficile à trouver, je pense qu'il doit se commander sur Internet. À des centaines d'euros, c'est ça ? Non, il est accessible. Là, vraiment, là, je conseille, c'est un livre qui est accessible et qui est assez agréable à lire, il me semble. Et sinon, peut-être encore plus simple, il y a le livre très récent d'Yves Guilcher, donc le fils de Jean-Michel Guilcher, La danse ancienne de A à Z, Moyen-Âge et Renaissance. Comme l'indique le titre, c'est par ordre alphabétique et il traite un certain nombre de questions de manière parfois assez pointue mais quand même accessible. Donc ça peut être un point de départ, mais si on veut rentrer dans le sujet en profondeur, malheureusement, effectivement, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, en français en tout cas. Bon, et pour finir, question rituelle d'un patient médiéviste, mais là que j'ai mis assez large. Donc là, je te laisse répondre bien sûr ce que tu veux. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil de sujet sur le Moyen-Âge qui pour toi n'est pas assez étudié ? Et qui méritait peut-être que de futurs chercheurs ou chercheuses s'y penchent. Parce que là, tu nous as parlé de la danse qui n'a pas assez étudié. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres grands sujets comme ça, ou peut-être des plus petits sujets comme ça ? Alors d'autres grands sujets comme ça, je vois pas, mais c'est vrai que quand on fait une thèse, on est un petit peu le nez dans sa thèse, c'est difficile d'aller voir ailleurs. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est pas un sujet, donc c'est peut-être un peu décevant pour un élève qui aimerait faire un master, je vais pas lui donner de pistes, mais ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie quotidienne qui ont été complètement laissés de côté. Même quand on s'intéresse au mariage, moi j'ai dû m'intéresser au mariage pour travailler sur la danse, on se rend compte qu'il y a des choses sur le droit. Il y a des choses sur la théologie. Mais concrètement, un mariage, comment ça se passait ? En fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques petits articles, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc il y a des questions comme ça qui, à mon avis, mériteraient d'être creusées. Évidemment, il ne faut pas refaire l'histoire telle qu'on la faisait dans les années 70, mais en modernisant un petit peu l'appareil théorique, comme j'ai essayé de le faire, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. De la même manière, la question de la littérature, l'utilisation de la littérature par les historiens, à mon avis, elle est encore trop réduite. On a beaucoup travaillé sur la question de l'iconographie, des images. On a des ouvrages de référence qui expliquent comment on travaille sur les iconographies. Je pense notamment à l'iconographie médiévale de Jérôme Bachet. Pour la littérature, on n'a pas l'équivalent. Donc ouvrir le chantier de la littérature médiévale vue par les historiens sur n'importe quel sujet, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire. Bon, l'appel est lancé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la danse au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Adrien Belgrano, c'était passionnant. Et voilà, vraiment, si des éditeurs et éditrices nous écoutent, là tu es prêt. Tout à fait. Et bonne continuation en tout cas. Merci. Donc auditeurs, auditrices, comme d'habitude, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr plus d'informations, on vous mettra des choses, notamment peut-être un peu plus de conseils bibliographiques, peut-être sur un peu plus étendu, notamment sur les sciences que tu as étudiées. Donc je tiens à remercier énormément les équipes du château de Blandy pour l'invitation et pour l'organisation. Je le redis, donc venez voir, il y a une super exposition que vous pouvez voir jusqu'au 1er septembre 2024. Mais si vous écoutez cet épisode après le 1er septembre 2024, venez quand même au château de Blandy parce que
C'est tellement charmant comme endroit. Je vous conseille vraiment, la visite est très très chouette à faire et c'est très accessible, on peut y venir. Donc merci beaucoup à toutes les équipes. Je remercie aussi Jean-Pierre pour m'avoir aidé à l'installation du podcast aujourd'hui et m'avoir amené en voiture parce que sinon voilà, heureusement qu'il est là, Jean-Pierre, je le remercie parce que tu m'as aidé pour plein d'événements, notamment à Angers aussi, donc je te remercie. Merci énormément au public d'être venu aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Et je reprends le micro, comme je l'ai dit au tout début du podcast, pour remercier les personnes qui ont soutenu. Voilà, parce que j'avais pas pu le faire dans l'épisode 96, donc là je me rattrape. En plus des personnes que j'ai remerciées tout à l'heure, je tiens à remercier Juliette, Julie, Sébastien, Eric, Marie, Zoé, Yann, Bernard, Franck, Nelly, Marie-Claire et Chloé. Voilà, ce sont les personnes qui ont soutenu financièrement Passion médiéviste ces 2 derniers mois. Si vous aussi voulez le faire, alors déjà vous pouvez soutenir Passion médiéviste déjà très simplement en parlant du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des avis par exemple sur des applications de podcast comme Spotify ou Apple Podcast. Voilà, ça aide beaucoup au référencement et à la valorisation du podcast. Ou aussi en suivant Passion médiéviste sur les réseaux sociaux. Voilà, déjà vous pouvez faire tout ça si vous voulez. Et financièrement, voilà, je vous explique comment faire à partir de 1 €. C'est sur mon site passionmédiéviste.fr/soutenir. Il y a plusieurs méthodes, voilà, avec des contreparties si vous le souhaitez. Et aussi, si vous soutenez, vous pouvez ensuite rejoindre le Discord de Passion médiéviste, vraiment à partir de 1 € par mois. Hein. C'est comme si vous m'offriez un café. Alors, j'aime pas le café, donc plutôt comme si vous m'offriez un thé par mois, même si là, au moment où sort cet épisode, il fait très très chaud, donc plutôt, on va dire, une limonade. Voilà, une limonade par mois. Je vous remercie énormément encore toutes et tous. J'espère que vous passez un bel été. Ou alors que vous passez un joyeux Noël si vous écoutez ce podcast au moment de Noël. Voilà, je dis un peu n'importe quoi là. Je vous prépare plein de choses pour la rentrée, j'ai hâte de vous parler de tout ça et je vous dis à bientôt.